Bonsoir, bienvenue à tous pour cette émission spéciale, ce 28e Rendez-vous du Futur, ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Vous le savez, les Rendez-vous du Futur, c'est une émission qui explore la société qui nous entoure, la révolution numérique, qui l'interroge à travers des dialogues et avec des personnalités de tous les horizons. Cette émission est parrainée par Joël de Ronet, et qui est parmi nous ce soir au Cube, et nous en sommes vraiment très heureux. Ce soir est une émission exceptionnelle, puisqu'il va y avoir l'émission habituelle, suivi d'une émission débat. Une émission débat avec vous, avec vos contributions, parce que la règle du jeu, c'est toujours la même. Vous partagez, vous contribuez, et vous faites rayonner ce que vous entendez, vous faites voir ce que vous allez regarder ce soir ici. Et vous êtes très nombreux. Nous en sommes à plusieurs centaines de questions sur l'appli du chat sur rendez-vous-du-futur.com. Vous êtes très nombreux sur Twitter, également sur le hashtag RDVF. Et vous êtes très nombreux, vous êtes même rassemblés dans des lieux, j'en profite pour saluer Bordeaux. Les Bordelais, vous êtes, je crois, nombreux à la Maison éco-citoyenne à Bordeaux, sur le quai Richelieu. Vous êtes nombreux également à Pau, à Hélioparc. Vous êtes rassemblés aussi à l'école centrale à Marseille. Et vous êtes également à l'école des mines Télécom. Vous avez souhaité vous rassembler pour regarder ce 28e Rendez-vous du Futur. Alors permettez-moi de vous présenter très rapidement notre invité exceptionnel. Il conseille l'Union européenne, il conseille des chefs d'État du monde entier. Il est maître de conférence du programme des dirigeants d'entreprise à l'école Wharton. Il est président de la Fondation sur les tendances économiques. Ses livres sont traduits dans plus de 35 langues. Il sort aujourd'hui un livre passionnant, La nouvelle société du coût marginal zéro. Livre qui prédit notamment l'éclipse du capitalisme. Nous allons en parler. Je suis vraiment très heureux d'accueillir Jeremy Rifkin. J'en profite pour remercier également Michel Zotowski qui va assurer la traduction simultanée de ce grand dialogue que nous aurons ensemble. Moi, je serai le passeur des questions des internautes, de Twitter aussi, les questions de la salle, mes questions peut-être également. Et je serai également le maître du temps parce que oui, il faut aussi un maître du temps. Tant pis, tant mieux. Permettez-moi, Monsieur Rifkin, de vous présenter mes copilotes. Véronique Angèle-Fribert, présidente et fondatrice du forum Changer d'air. Mathieu Baudin, historien, prospectiviste et directeur général de l'Institut des Futurs Souhaitables. Et Nils Aziosmanov, président du Cube. Mais ce sont mes copilotes et moi je m'octroie le privilège de la première question. Cette question est toute simple. Vous sortez aujourd'hui, c'est aujourd'hui en France que sort la nouvelle société du coût marginal zéro aux éditions Les Liens qui libèrent. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec ce livre ? Nous commençons à voir l'émergence d'un nouveau système économique sur la scène du monde. Ça s'appelle l'économie du partage et les communaux collaboratifs. C'est le premier système économique à émerger depuis la venue du capitalisme et du socialisme au début du 19e siècle. Donc c'est un événement historique remarquable. Cette économie de partage et les communaux collaboratifs fleurissent aux côtés de l'économie d'échange du marché capitaliste. Parfois, ils collaborent, parfois, ils sont en concurrence. Mais ce que moi, je pense qu'il va se produire, c'est que d'ici 2050, allez, 25-30 ans d'aujourd'hui, le capitalisme sera toujours parmi nous. Il sera complètement transformé. Et il fleurira dans la mesure où il aidera la venue de l'économie de partage en tant qu'agrégateur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne crois pas que le capitalisme sera l'arbitre unique de la vie économique dans le monde d'ici 25 ans d'aujourd'hui. Il devra partager la scène avec cette nouvelle économie du partage et des communaux collaboratifs. On va voir une économie hybride, deux systèmes économiques côte à côte. Ce qui précipite cette grande transformation économique est quelque chose qui s'appelle le coût marginal zéro. Ce que nous découvrons, c'est qu'il y a un paradoxe qui est totalement au cœur du capitalisme. On ne l'avait pas vu précédemment. Adam Smith ne l'avait pas vu, Karl Marx ne l'avait pas vu, Lord Maynard Keynes ne l'avait pas vu non plus. Mais c'est le paradoxe le plus profond du capitalisme. Et ce paradoxe, dans la théorie et la pratique du capitalisme, a mené à l'énorme succès de la main invisible du marché. Mais voilà l'ironie. Cette main invisible du marché va
réussir son triomphe absolu, et ce triomphe donne naissance à de la progéniture. C'est l'économie partagée et les communaux collaboratifs. Au point où le parent, le père, peut apprendre comment vivre aux côtés de son enfant et laisser son enfant grandir et devenir associé. Et s'ils sont associés, on aura un bon avenir. Que signifie coût marginal zéro? J'enseigne à l'école Wharton, la plus ancienne école de commerce du monde. J'enseigne à des dirigeants d'entreprise. Et en théorie économique classique, on dit tout entrepreneur, toute entreprise doit constamment être à la recherche de nouvelles technologies qui peuvent accroître la productivité, réduire les coûts marginaux pour qu'ils puissent produire des produits moins chers et des services moins chers et leur permettre de gagner des parts de marché, des nouveaux consommateurs et rapporter des bénéfices aux investisseurs, les actionnaires. C'est comme ça que fonctionne la main invisible. Mais personne, aucun d'entre nous n'avait anticipé dans nos imaginations les plus folles une révolution technologique tellement extrême dans sa productivité qu'elle pourrait en fait réduire ses coûts marginaux pour certains produits et certains services à quasiment zéro, les rendant quasiment gratuits, abondants et non plus soumis au profit et à un marché de manque, de pénurie. Je vais vous donner un petit contexte historique. Tous les grands paradigmes, tous les grands modèles historiques, économiques ont un dénominateur commun. Et il n'y en a pas eu tellement de modèles à travers vous savez, les chasseurs-cueilleurs, les sociétés pastorales agricoles, il y a 10 000 ans, la grande civilisation hydraulique, il y a 3 000 ans avant le Christ, les empires prédateurs, 2 000 ans, les sociétés féodales, premier millénaire de cette ère, une société de marché médiévale et le capitalisme industriel. Et ce que ces modèles ont tous de commun, c'est qu'à un moment, dans le temps et dans l'histoire, 3 révolutions technologiques apparaissent. Nouvelle forme de communication pour gérer plus facilement l'économie, nouvelle forme d'énergie pour pouvoir avoir l'énergie suffisante pour faire fonctionner l'économie, et nouvelle façon de transporter les choses pour pouvoir se déplacer. Quand ces technologies se réunissent et convergent, elles créent ce qu'on appelle en ingénierie une technologie universelle, une plateforme de technologie universelle. Ça change tout. Ça change la façon dont on conçoit notre vie, notre activité économique. 2 exemples. Première révolution industrielle, 19e siècle, convergence de la communication, de l'énergie et des transports. On est passé de la presse à bras de Gutenberg à des presses à vapeur, coût marginal qui s'effondre. Ça ne coûte plus rien, l'impression. Et puis, on a introduit le télégramme. Ces technologies de la communication ont convergé avec, en fait, du charbon à bon marché qui faisait marcher les systèmes à vapeur, et tout ça a convergé avec les locomotives pour transporter tout ça. Le résultat, on a créé une nouvelle forme de gouvernance qui s'appelait l'État-nation pour surveiller tous ces marchés. Et on a créé les nouvelles sociétés par action, parce que la quantité de capital pour construire les voies ferrées et poser les poteaux télégraphiques, c'était énormément d'argent, il fallait des actionnaires. Et pour avoir ce retour sur investissement, il fallait créer un nouveau modèle d'affaires qui intégrait virtuellement toutes les entreprises. Ces grandes entreprises centralisées, verticalement intégrées, mettaient tout sous le même toit, à travers tout un système, toute une société économique, parce que c'était les manières les plus efficaces de réduire les coûts marginaux, mettre sur le marché des biens et des services moins chers et transformer la vie. Au XXe siècle, on a amplifié ce business plan avec la 2e révolution industrielle. Électricité centralisée, téléphone, radio, télévision, communication, convergé avec du pétrole bon marché, des moteurs à combustion interne et un nouveau réseau de transport, les routes, les autoroutes, les voitures, les autocars. Cette 2e révolution industrielle a couvert le XXe siècle et a atteint son pic en 2008. Lorsque le pétrole est arrivé à $127 le baril sur le marché, l'économie s'est arrêtée.
parce que toutes les communications, l'énergie, le transport, toute cette configuration du XXe siècle repose sur l'énergie fossile. Les matériaux de construction, la plupart de nos produits pharmaceutiques, les engrais, tout ça, la lumière, toute notre civilisation est construite sur l'excavation du pétrole et nous l'avons transformé pour transformer notre civilisation. Lorsque le pétrole a dépassé $90 le baril, tous les autres prix ont augmenté parce que la Chine a fait rentrer tout le monde entier dans son économie à elle. Il y avait trop de demandes. Et lorsque le pétrole est arrivé à $127 le baril, tout s'est arrêté parce que les prix devenaient trop chers. L'économie n'a plus pu fonctionner. C'était un tremblement de terre économique. L'effondrement des marchés financiers, 60 jours plus tard, était le choc en retour. Donc ce qui se produit, c'est que la deuxième révolution industrielle, la communication, l'énergie, le transport, se trouve véritablement au crépuscule. Elle est vraiment en respiration assistée. C'est la fin de partie. Et chaque fois qu'on essaie de faire croître l'économie, les prix du pétrole augmentent, les prix, tout augmente, le PIB augmente. Regardez, tous les quelques mois, le PIB monte, puis le PIB descend. Le PIB monte, et puis il redescend. Et je devrais vous dire ici en France, vous avez un débat sur l'austérité. D'accord, allez, il faut arrêter avec les dépenses inutiles. Vous avez un débat sur les réformes de marché, les réformes du Code du travail, les réformes monétaires. Monsieur Schröder l'a fait il y a longtemps en Allemagne, il fallait le faire. Mais si c'est tout ce que vous faites, et que vous vivez toujours dans un système d'énergie, de transport et de communication du XXe siècle, vous ne ferez jamais, jamais bouger cette économie. Et je vais partager une anecdote avec vous. Quand Angela Merkel est devenue chancelière, elle m'a invité à Berlin, dans les premières semaines de son gouvernement, pour l'aider à résoudre le problème de la croissance de l'économie allemande, qui est la troisième économie du monde, avec 80 millions d'habitants. Quand je suis arrivé à Berlin, la première question que j'ai demandé à la chancelière, c'est « Madame, comment est-ce que vous voulez faire croître l'économie dans ces dernières étapes d'une ère énergétique, quand l'énergie fossile est vieille, quand les moteurs à combustion interne, tout ça est en train de mourir et que la civilisation s'arrête ?» On s'est rencontrés en privé, après les discussions en public. Elle m'a dit « J'aime ce que vous dites sur la troisième révolution industrielle. » Et là, les chrétiens démocrates, les sociodémocrates, les Verts se sont mis ensemble au-delà des clivages politiciens. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Nous sommes vraiment à l'aube d'une troisième révolution industrielle, une nouvelle convergence des communications, d'énergie et de transport. L'Internet de la communication est en train de changer et se transforme en super Internet des objets et commence à fusionner avec un Internet de l'énergie renouvelable en train de naître et un tout nouvel Internet de la logistique et du transport. Trois Internets qui concourent, qui convergent vers un énorme Internet des objets. Et les géants comme IBM, Cisco mettent des milliards de capteurs dans toute la chaîne de valeur économique. 30 milliards de capteurs sont déjà en place. Ces petits capteurs qui prennent, si vous voulez, qui captent ce qui se passe dans les champs où le blé est en train de pousser et renvoie les données. Il y a des capteurs dans les usines, dans les entrepôts, les centres de distribution, dans les routes intelligentes. Il y a des capteurs dans les magasins de détail et même à vos domiciles qui envoient toutes les secondes, toutes les millisecondes des données à travers l'Internet. Dans certains appartements intelligents, vous avez probablement des produits Schneider qui vous permettent, avec vos applications sur votre smartphone, qui vous connectent à tous vos instruments que vous avez à la maison, tout votre équipement électroménager. Et tout ça est relié au réseau électrique. Et quand le prix de l'électricité augmente, vous pouvez automatiquement réduire le fonctionnement de tout votre électroménager. Donc, pour l'instant, il y a 30 milliards de capteurs. Mais d'ici 10 ans, il y aura 1000 milliards de capteurs
qui connecteront tout le monde. D'un côté, bon, c'est très intéressant. On peut communiquer tout le genre humain en temps réel. De l'autre côté, ça fait un peu peur. Que va-t-il se passer avec la sécurité des données, la vie privée, la cybercriminalité, le cyberterrorisme? Et est-ce que les sociétés de télécom, les sociétés de câbles, les sociétés de l'énergie, et les Google, Facebook, Twitter et Uber, est-ce qu'ils vont essayer de contrôler cet Internet des objets? Disons pour un moment, laissons ces inquiétudes de côté, disons qu'on peut en rester avec ce grand mouvement social pour maintenir la neutralité de l'Internet, dans cet Internet des objets, et créer une charte des droits de l'homme numérique que tout le monde signera pour protéger la vie privée, la sécurité des données et les contenus créatifs. Ce que cet Internet des objets permet à chacun d'ici de faire, à travers tout le genre humain, c'est que nous pouvons aller avec nos téléphones portables, on peut rechercher des données à travers toute la chaîne de valeur économique dans le monde entier. Pour la première fois de l'histoire, tout ce qui se passe dans l'économie est transparent. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement pour certaines sociétés. Il y a, vous savez, un terme en latin qui c'est caveat emptor, c'est à l'acheteur de faire attention. Ben non, maintenant le vendeur ne peut plus se cacher derrière son petit doigt, il ne peut pas cacher ce qu'il fait, parce que tout le monde saura ce qu'il fait. Ça signifie que le genre humain, 40% du genre humain sont déjà connectés. Le reste de l'humanité sera connecté dans 20 ans. Parce que les Chinois ont un petit smartphone pour 25 $. Ça veut dire qu'on peut prendre une feuille de cette activité, créer nos propres algorithmes, nos propres applications qui vont nous permettre d'accroître de façon dramatique notre productivité, réduire nos coûts marginaux à quasiment zéro et produire et partager nos propres biens et services les uns avec les autres dans une économie collaborative, dans les communautés collaboratifs. Certaines personnes me disent oh, « c'est de la science-fiction », mais pas du tout, c'est une réalité. Tout ce qui est dans le coût marginal zéro est déjà une réalité. Je vous donne un exemple que vous connaissez tous. L'Internet de la communication, le premier, ça y est, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé en 14 ans d'existence? En 14 années d'existence, des centaines de millions de jeunes gens et jeunes filles sont devenus des prosommateurs. Il n'y a plus de vendeurs et d'acheteurs, il n'y a plus de propriétaires et d'employés. Non, ce sont des prosommateurs. Ils produisent et partagent leur propre musique à un coût marginal quasi zéro sur le web, en court-circuitant l'industrie discographique, et des centaines de millions de jeunes qui produisent et partagent leurs propres vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de copyright, coût marginal quasiment zéro, court-circuitant l'industrie de la télé et du cinéma. Et des centaines de millions de jeunes produisent leurs propres blogs d'information sur les médias sociaux, partageant tout cela dans les communautés collaboratifs et en tuant au passage les journaux et les magazines. Dans l'édition, nous sommes affectés par les e-books. Et puis maintenant, il y a des cours massifs sur Internet, les MOOC. Il y a 6 millions d'étudiants dans chaque pays, sauf la Corée du Nord, qui est vraiment le pays qui en a le plus besoin. Et ils suivent des cours universitaires enseignés par les meilleurs profs, des meilleurs facs, à un coût marginal quasiment zéro. Si vous faites un cours pour un étudiant, c'est la même que de le faire pour des millions d'étudiants. Et ces mômes l'ont gratuitement. Et vous savez quoi? Ils reçoivent des diplômes universitaires. Et tous les autres étudiants payent 50 000 $ par an pour les mêmes cours, les mêmes profs. Ils disent, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc ce que je dis ici, c'est qu'en 14 ans, on a commencé avec Napster, vous savez, on a partagé la musique. Il y a eu une révolution qui pour l'instant n'a pas été rapportée par les médias. Des industries énormes, les plus grandes entreprises du XXe siècle, intégrées verticalement, le divertissement, le savoir, les médias, se sont écroulés, alors que des centaines de millions de jeunes sont devenus des prosommateurs et ont démocratisé le divertissement, l'économie, l'énergie. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui regardent 23 minutes de télévision par semaine. Eh bien, vous savez, toutes les industries ont senti le vent du boulet. Les autres industries se disaient, bah oui, mais ça, c'est pas notre problème. Parce qu'elles pensaient qu'il y avait un firewall et que le coût marginal zéro ne toucherait pas, ne traverserait pas le firewall et ne passerait pas du monde virtuel des bits
vers le monde physique des atomes. Dans la société du coût marginal zéro, ce livre, je dis que ce mur est tombé. Et ce qui est tombé, ça s'appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Parce que quand l'Internet de la communication rejoint l'Internet physique de l'énergie et converge avec un Internet du transport logistique pour pouvoir faire bouger les produits à un coût marginal quasi zéro, on peut produire maintenant des objets physiques avec de l'énergie renouvelable, avec des produits imprimés en 3D et des tas d'autres choses, à un coût marginal quasi zéro, et les protéger et les partager dans les communaux collaboratifs. 3 exemples rapides. Énergie renouvelable. En Allemagne, nous avons maintenant 27% de l'électricité fournie par le solaire et l'éolien. Ça sera 35% d'électricité verte dans 4 ans d'aujourd'hui. Les coûts fixes des panneaux solaires et des éoliennes est sur une courbe exponentielle, exactement comme les puces électroniques. Je suis sûr que je suis le plus vieux ici dans cette salle. Quand moi j'ai grandi, il n'y avait que quelques ordinateurs qui coûtaient des millions de dollars. Aujourd'hui, un smartphone, ça coûte 25 $ parce qu'on a doublé la capacité, divisé les prix par 2 avec les puces électroniques chaque année. On a cette même courbe exponentielle de 20 ans, de 25 ans avec le solaire et les lignes. Un watt solaire d'électricité, un watt, en 1970, coûtait 70 $, 68 $ à produire. Aujourd'hui, un watt solaire coûte 66 centimes de dollars. Ça descend. Donc, le solaire et l'éolien, ça va être très bon marché. Ces technologies seront aussi bon marché que nos smartphones et nos petits PC d'ici 10-15 ans. Mais les coûts fixes, une fois que vous avez payé pour ce panneau solaire, une fois que vous avez payé pour cette éolienne et cette pompe géothermique, eh bien quoi? Le coût marginal devient zéro. Le soleil ne vous envoie pas de facture. Il n'y a pas de facture, c'est gratuit. Il faut simplement nettoyer le panneau solaire. Le vent ne vous envoie pas de facture. Il faut garder propre la turbine. La pompe géothermique qui vient du sol ne vous envoie, la pompe vous envoie pas de facture. Il faut simplement garder la pompe, maintenir la pompe en bon état. Donc, qui produit toute cette nouvelle énergie en Allemagne? Vatel, EMDW, E.ON, RDW, les géants de l'énergie du XXe siècle en Allemagne. Non, c'est pas elles. C'est pas ces sociétés. C'est des millions de personnes en Allemagne. Des petits propriétaires, des associations de quartiers, des petits groupes, des PME, des PMI, ont créé des coopératives qui sont des micro-communaux gérés de façon collective. Et ils ont créé des coopératives. Ils ont réussi à obtenir des prêts à bon marché des banques, aucune aide gouvernementale, et les banques étaient prêtes à, à prêter, puisqu'elles créent de l'énergie. Et ce sont elles, ces petites sociétés, ces grandes coopératives, qui créent l'électricité. Et ces grandes sociétés invincibles il y a 10 ans, eh bien, ils ne produisent que 7% de la nouvelle énergie. Et ils sortent du jeu, parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'une grande entreprise géante, verticalement intégrée, était développée, était créée pour contrôler de l'énergie concentrée, centralisée. Elles ne peuvent pas concurrencer des milliers, des millions de petits entrepreneurs qui produisent de l'électricité et qui le remettent dans le réseau. Il n'y a que les coopératives qui peuvent faire ça. Dans 10 ans, vous aurez à avoir des millions de petits producteurs, puis des millions, des centaines de millions, qui vont produire leur propre énergie à partir du solaire, de l'éolien, du géothermique, localement, au sein de leur communauté, parce que c'est sur la même courbe exponentielle que les puces informatiques. En 25 ans, des gens, des millions, des centaines de millions partagent de la communication, des informations à un coût marginal de zéro. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous savez, M. Kurzweil est le président de Google, précédemment au MIT. Il a les mêmes chiffres que moi. Il est un peu plus optimiste, il dit 25 ans. Disons, regardez, l'industrie, la production, les grandes sociétés du XXe siècle. Nous avons des centaines de milliers de gens qui ont pour hobby de faire de l'impression 3D et des petites coopératives et des petites start-up qui
produisent de l'impression en 3D. Ce n'est pas de la fabrication manuelle, mais c'est de l'infofabrication. Vous savez, les jeunes partagent tous les logiciels gratuitement, aucun coût marginal. Et qu'utilisent-ils comme matière première pour le filament de l'imprimante 3D? Des ordures, du plastique recyclé, du papier recyclé, des objets métalliques recyclés qui sont en train de faire fondre. Et les logiciels disent à ce filament d'imprimer couche par couche des nouveaux produits, des objets. Et la plupart de ces imprimantes 3D, eh bien, l'énergie vient de l'énergie renouvelable produite à un coût marginal zéro. Et certaines sociétés utilisent des véhicules électriques pour transporter leur production vers les marchés ou vers les communaux collaboratifs avec des voitures qui fonctionnent aux piles à combustible. Et d'ici 10 ans, ces voitures seront imprimées, fabriquées par impression. La première voiture imprimée en 3D a été montrée à Chicago. Vous l'avez tous vu sur le web. Ça s'appelle la Strati, une voiture italienne, merveilleusement conçue, bien sûr. Des petits moteurs qui sont placés dans chaque pays, dans chaque endroit, et sa production va commencer à la fin de cette année. Et ces produits imprimés 3D dans les véhicules électriques avec de l'énergie renouvelable à coût marginal zéro, sans conducteur, eh bien, vont fonctionner grâce à un système logistique dirigé par le GPS et tous les coûts de transport seront marginalisés. Le président Obama a promis que chaque école aura une imprimante 3D, comme les premiers ordinateurs. Vous allez le faire aussi en France. Mais vous savez quoi? D'ici 10-15 ans, chaque petit écolier en France va venir en 6e avec son iPhone dans une partie de son sac à dos et sa petite imprimante 3D dans l'autre poche, comme ils ont aujourd'hui les petits téléphones. Et ils vont savoir comment créer les logiciels pour créer des produits physiques. Que se passe-t-il quand toute une génération de centaines de millions d'élèves et d'étudiants à travers le monde grandit avec des imprimantes 3D, comme ils ont grandi avec des PC et des smartphones? Comment est-ce que ces grandes sociétés verticalement intégrées du XXe siècle vont pouvoir concurrencer ça? Tout le monde ne va pas créer des produits très élaborés, très sophistiqués. Un iPhone, peut-être que simplement les plus malins vont créer leur propre entreprise. Mais ça, c'est une révolution. Dernier exemple. L'automobile. La pièce au cœur de l'économie du XXe siècle. Toute l'économie mondiale était sur l'automobile. Vous savez, le tourisme, les centres commerciaux, les banlieues. Quand j'ai grandi, posséder une automobile, c'était un but. C'était le passage à la propriété privée. Aujourd'hui, les jeunes dans cette pièce et à travers le monde, aucun d'entre eux ne veut posséder une voiture. C'est un truc pour les pépés et les mémés. C'est vieux. Cette génération passe de la propriété à l'accès. Et vous préférez l'accès à la mobilité, pas d'avoir une voiture, de la posséder. Et il y en a des millions comme vous. En moins de 7 ans, il y a des millions qui partagent des voitures dans les communaux collaboratifs. Pour chaque voiture que vous partagez, 15 voitures sont éliminées de la production. Larry Burns, l'ancien vice-président exécutif de General Motors, il y a 3 ans, il est devenu professeur d'université. Il a fait une étude sur Ann Arbor dans le Michigan et il montre que même déjà maintenant, ce super Internet des objets est très très neuf, mais même maintenant, dans une ville de moyenne importance, on peut éliminer 80% des voitures, tout de suite. Et on peut aller vers le partage des voitures avec une mobilité identique. Écoutez ce que Larry Burns a dit. Nous avons 1 milliard de voitures sur les routes. Dans les 25 ans, cette génération qui partage, quand elle va mûrir, et ils ne vont pas avoir besoin de 800 millions de ces voitures. Les 20% restants, c'est-à-dire 200 millions de voitures, seront partagées. Ce sera des piles à combustible. Ils fonctionneront à un coût marginal zéro d'énergie. Ils seront imprimés 3D à un coût marginal quasi zéro, localement. Il n'y aura pas de conducteur.
Il n'y aura pas besoin de payer le travail et seront guidés par GPS. Ça change l'équation. C'est vraiment une révolution. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que toute cette génération, elle le fait. Et personne ne comprend l'implication pour le système capitaliste. Juste deux dernières choses. La meilleure manière de comprendre ce changement de mentalité, c'est les jouets. Les jouets. Les jouets sont relativement une invention moderne. Ils ont commencé à Ravensburg, en Allemagne, au début de l'ère industrielle. Vous savez, les parents donnent à un enfant de 2 ans et demi, ils lui présentent ce que c'est que le capitalisme. Ils lui disent, voilà, c'est un jouet, on l'a acheté dans un magasin, on te le donne. C'est à toi maintenant, c'est ta possession. Ça appartient pas à ton frère, non, 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 c'est pas à ta sœur, c'est à toi. Et tu dois être responsable de ce jouet. Cet enfant se dit, oh là, j'ai quelque chose que mon frangin et ma sœur n'ont pas. J'ai un statut, j'ai du pouvoir et je possède quelque chose. La nouvelle génération des parents dans mon pays, et je comprends que ça commence aussi en France, ici, ils vont voir ces énormes sites de partage des communaux collaboratifs où il y a des milliers et des milliers de jouets qui sont partagés. Les parents souscrivent, s'abonnent et ils reçoivent un certain crédit. Et puis télécharger et avoir ce jouet envoyé chez eux dans 10 ans par des drones ou des véhicules électriques sans conducteur, un coût marginal 0. Et ils donnent le jouet à leur enfant et ils disent, tu vois ce jouet, une autre petite fille, eh ben, elle a apprécié ce jouet. Et ça l'a fait sourire, ça lui a fait du plaisir dans la vie. Et elle en a fait très très attention à ce jouet parce qu'elle savait qu'un autre enfant pourrait avoir un jour ce jouet et pourrait le partager. Donc maintenant, elle te donne ce jouet. C'est maintenant ton jouet pour que tu aies une expérience de la joie qu'elle a pu avoir. Ça va te faire sourire parce que toi, tu vas faire attention à ce jouet pour qu'un autre enfant, ensuite, pourra avoir du plaisir grâce à ce jouet. L'enfant apprend qu'un jouet n'est pas une possession à défendre, une propriété privée. C'est une expérience d'un accès et du partage et de faire attention à quelque chose qui servira à d'autres. Voilà le changement qui se produit. Dernière chose. Tout le monde ici pense à qu'est-ce que ça veut dire pour l'emploi, pour l'économie et l'environnement. Certains d'entre vous se souviennent, j'ai écrit un bouquin en 1995, La fin du travail, préfacé par Michel Rocard, et je disais qu'il fallait faire la semaine de 35 heures, c'est ce qui a été fait en France. Madame Aubry, je pense, a mis cela en musique ici. Et dans ce livre, j'ai dit, nous sommes en train d'automatiser tous les parties du marché capitaliste. Et ce que j'ai dit en 95, on l'a fait. On a automatisé les usines et les économistes ont dit, bon, bah oui, bah donc maintenant on va former les cols bleus en cols blancs. Et ben voilà, on a éliminé les cols blancs de la finance, de la banque. Et on a dit, bah, former les cols blancs aux fonctions d'employés du savoir. Et maintenant, on n'a plus besoin des radiologues, des comptables, des avocats, parce qu'on a des algorithmes pour tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On automatise tout. Au court et à moyen terme, il y a une période de 35 ans, 40 ans, pour 2 générations. Une poussée en avant de l'emploi pour 2 générations. Il faut construire cette plateforme commune de ce super Internet des objets partout dans le monde. Ça va devoir utiliser toutes les industries en France, sauf une, les architectes, les BTP, le service informatique, l'électronique, les transports, les logistiques, etc., etc. La seule industrie pour laquelle je ne trouve aucun emploi, c'est l'industrie du pétrole. On n'en a plus besoin. Il faut transformer tout le réseau à partir de l'énergie fossile et nucléaire pour distribuer l'énergie renouvelable dans chaque quartier. Ça signifie qu'il faut refaire tous les bâtiments, retravailler tous les bâtiments, parce qu'il y a des fuites de chaleur. Et donc ça va garder du travail dans le BTP pendant 40 ans. Qui va travailler? Qui est-ce qui va isoler les bâtiments? Des employés non qualifiés ou semi-qualifiés. Qui est-ce qui va mettre en place tous les tuyaux? Tous les contrats de la construction. Il faut transformer tout le réseau électrique
en France d'un service passif, d'un réseau passif, cerveau-mécanique, à un Internet numérisé. Qui est-ce qui va mettre tous les câbles souterrains? Ce sont des travailleurs non qualifiés ou semi-qualifiés. Qui va faire tout ce travail électronique? ERDF, et bien sûr toutes les sociétés informatiques comme Schneider et d'autres. Et puis il faut prendre tout le réseau de transport, transformer ces routes passives en routes actives. Qui est-ce qui va passer tous les capteurs? Beaucoup de travailleurs. Et puis il faut passer de la combustion interne vers les piles à combustible. Qui est-ce qui va mettre toutes les prises dans tous les parkings pour que vous puissiez brancher quand vous voulez recharger vos batteries? Et puis il faut mettre des GPS dans les routes. Donc tout ça donne du travail pour 40 ans. On peut remettre la France au travail demain matin si on fait ça. Et je vais vous dire ça, si votre gouvernement vous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. 780 milliards d'euros par an, c'est presque 1 milliard de dollars, va chaque année dans l'infrastructure et l'investissement, chaque année, même dans les années de vache maigre. Le problème, c'est que tout cet investissement va dans les vieilles infrastructures où il ne reste rien pour faire aller l'économie de l'avant. C'est démodé, il n'y a plus de productivité, il n'y a plus de gain de productivité, c'est trop cher. Si on peut commencer à passer simplement avec une fraction de cette infrastructure vers la nouvelle infrastructure, on peut aller vers une économie de partage, en partie capitaliste, dans les 25 ans à venir. L'argent est là, c'est utilisé, mais pour l'ancienne économie, pas pour la nouvelle. On construit de la nouvelle ancienne, pas de la nouvelle nouvelle. Donc au long terme, bien sûr, ce système est intelligent. Cet Internet des objets est intelligent. Il peut se corriger lui-même. Vous savez, il fonctionne par de l'analyse. Il y a besoin simplement d'une force de travail, de surveillance. C'est totalement automatisé. Et toutes les entreprises de mon groupe savent que d'ici 40-50 ans d'aujourd'hui, un marché automatisé avec une plateforme de l'Internet des objets nécessitera très peu d'employés. Où va aller l'emploi? L'emploi migre déjà du marché vers l'économie sociale. C'est l'employeur avec la plus grande croissance à travers le monde. L'économie sociale est massive, mais les économistes l'ignorent. Le secteur sans but lucratif, c'est le secteur où on crée du capital social, des communautés. On prend soin les uns des autres, des écoles, des crèches, des arboretums, des lieux de sport, de culture et tout cela. Il y a beaucoup d'activités dans notre vie de tous les jours, pour notre bien-être, qui ne sont pas de l'économie de marché. L'emploi migre vers ce secteur. Et en France, je crois que 13% des salariés sont dans ce secteur, à but non lucratif. Chez moi, c'est 10%. Et on ne reçoit pas d'aide gouvernementale, comme disent les économistes, pas du tout. Les revenus reviennent des redevances pour services rendus. Donc c'est une institution viable. Nos jeunes vont avoir une option de construire cette infrastructure et une option d'aller vers la création du capital social, d'être des entrepreneurs sociaux. Et c'est beaucoup plus intéressant, je dois le dire. Lord Keynes, il avait raison, il a écrit un petit essai, vous savez, sur 3 pages, une petite lettre à ses petits-enfants. Personne n'y a fait attention. Il a dit, vous allez entendre un nouveau mot, déplacement technologique. Tout le monde a peur que la productivité va accroître notre croissance, mais avec moins d'employés. Il a dit, n'ayez pas peur. Si on peut travailler avec ça, ça veut dire libération. Pourquoi est-ce que les humains doivent être jour après jour dans des tâches sans aucun sens? Que les machines le fassent. Il a dit à ses petits-enfants, vous pourrez vivre dans un enfant où vous allez créer une humanité et laisser les machines créer ce qu'il faut à votre survie physique. Je crois que si on fait ça correctement, vous pouvez lire mon livre, j'ai jamais été un optimiste né. J'ai un peu d'espoir, mais je sais que c'est une lutte, que c'est une bagarre. Mais si on réussit, nos petits-enfants, après la deuxième moitié du siècle, pourront regarder en arrière et regarder leur papy, leur mamie et leur dire ils ont le même sentiment de répugnance quand on regarde ce qu'était l'esclavage. Et ils pourront dire mon grand-père, il a conduit un camion 10 heures par jour. Aller, retour, c'était toute sa vie. Ma mamie, elle était à son bureau 6, 7, 8 heures par jour.
Tous les jours de sa vie, elle suivait l'équipement qui rentrait dans un entrepôt. Quelle perte de vie! Ce n'est pas de l'utopie, c'est un meilleur chemin. Ça nous permet de démocratiser la vie économique, d'utiliser nos esprits pour créer notre capital social et nos communautés. Et finalement, et c'est la dernière raison la plus importante pour laquelle j'écris ce livre, j'ai passé 40 années, un peu plus, sur le changement climatique. J'écris un bouquin en 1980 sur l'entropie. Non, j'ai sous-estimé la vitesse et l'accélération du changement climatique. Et c'est ce que je voudrais dire à tous les blogueurs à travers la France qui nous écoutent maintenant. C'est le message qu'il faut propager. Personne n'a jamais expliqué pourquoi le changement climatique est si terrible. Le changement climatique change le cycle hydraulique du monde. C'est jamais expliqué, ça. Regardez, nous sommes une planète liquide, nous dépendons de l'eau. Cette eau s'est développée pendant des milliards d'années sur les cycles de l'eau. Pour chaque degré d'augmentation de la température sur la Terre en raison du changement climatique induit par l'industrie, l'atmosphère absorbe 7% de plus de l'eau de pluie, juste par la chaleur. Donc, il y a ces précipitations concentrées et ça mène à des événements extrêmes. Il y a plus de neige en hiver, des chutes de neige. Il y a plus d'inondations au printemps. Il y a des sécheresses estivales plus fortes. Il y a des cyclones de catégorie 4, 5 et 6. Notre écosystème ne peut pas s'adapter à ce changement dramatique dans le cycle de l'eau. Nos scientifiques nous disent, allez, on est dans le 6e événement d'extinction d'espèces. Je ne pense pas qu'on comprenne ce qui se dit. Il y a eu 5 événements d'extinction en 500 millions d'années. Ça arrive rapidement, ça, hein? Des morts massives. Et ça prend des milliards d'années, 10 millions d'années pour développer de nouvelles espèces. Nous sommes l'espèce la plus jeune sur Terre. Nous sommes ici depuis 170 000 ans, simplement. Comme ma femme a dit, on ne comprend pas l'énormité du moment. Nos scientifiques nous disent, dans toutes les études, nous sommes dans la 6e extinction d'espèces en temps réel. On pourrait perdre jusqu'à 70% de toute forme de vie d'ici la fin de ce siècle. Il y a des bébés qui seront vivants à la fin de ce siècle. 99,5% de notre force vont disparaître. J'écris ce livre et mon éditeur m'a dit « Mais non, mets pas un titre comme ça, le coût marginal zéro, personne ne va lire ce bouquin ». Non, ils m'ont dit ça. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je veux que ce terme, qu'il soit dans l'esprit de chaque enfant de la prochaine génération, à partir de la seconde où il va à l'école, qu'il pense coût marginal zéro, coût marginal zéro, coût marginal zéro. Pourquoi? C'est la feuille de route ultime pour arriver à une civilisation écologique. Parce que si on peut avoir une productivité maximum en utilisant le minimum de ressources terrestres, c'est la raison pour laquelle on peut les produire pour quasiment un coût zéro. Et le coût marginal zéro auquel nous produisons le maximum de choses avec un minimum de ressources, parce qu'on a optimisé notre efficacité, on peut partager ces produits avec d'autres dans une économie participative, avec des communautés collaboratifs, partager encore et encore et encore nos maisons, nos voitures, nos outils, il y aura moins de stress sur la planète. Et si on peut aller vers un Internet de l'énergie avec toute l'espèce humaine, pour qu'on produise tous notre énergie verte, voilà, on arrêtera avec l'énergie fossile. La société du coût marginal zéro est le seul plan que je connaisse qui puisse nous faire régler le problème du changement climatique. Et je dis aux dirigeants mondiaux que je vois, si vous avez un plan B, dites-le moi. Mais il n'y a pas de plan B. Vous restez dans le XXe siècle. Pour cette jeune génération, tous les blogueurs ici en France et les blogueuses, il y a une occasion. Rejoignez l'Allemagne. Vous avez une expertise mondiale. Personne n'en sait plus sur l'énergie que vos sociétés de transmission. Elles doivent être simplement dans 2 portefeuilles. Un changement à long terme
de la deuxième révolution industrielle vers la troisième révolution industrielle. Vous avez des sociétés, des BTP comme Bouygues, qui a créé le premier immeuble à énergie positive au monde. C'est aussi important que le premier moteur à combustion interne. Vous avez des sociétés comme Schneider, Rexel et tout ça, qui sont des numéros 1 mondiaux. Vous avez des industries de transport Renault-Nissan, premières au monde. Il n'y a aucune raison pour laquelle la France ne devrait pas passer à l'avant et permettre à une nouvelle génération de mettre en place cette plateforme d'Internet des objets, numériser l'économie française, faire un partenariat avec l'Allemagne et faire passer toute cette révolution à travers l'Europe. Numériser pour les milliards de gens en Europe et les régions autour. Dernière pensée, dernière réflexion. La Chine le fait désormais. L'Allemagne en Europe, la Chine en Asie. Je n'avais pas beaucoup d'espoir sur la Chine. Mais mon troisième bouquin, mon bouquin, La troisième révolution industrielle, a été publié en Chine. Wang Yan, qui est le responsable de la région de Canton, lui a pris le livre et l'a endossé. Le nouveau Premier ministre chinois, Li, il a écrit sa biographie et je l'ai lu sur Google et je dis à ma femme, mais ça c'est une blague, c'est quelqu'un qui a fait une blague. Dans son biographie officielle du Premier ministre, il a dit que c'était un fan de Jeremy Rifkin et de la troisième révolution industrielle. Moi, je n'avais jamais rencontré ce type. Et il a dit au gouvernement central de la Chine de travailler sur les thèmes que je vous ai présentés ce soir. J'y suis allé en septembre dernier en visite officielle. J'ai rencontré Wang Yang, qui est le vice-premier ministre. J'ai rencontré les dirigeants chinois et dans les semaines, 10 semaines après ma visite, le réseau national énergétique chinois a mis en place un plan de 4 ans pour mettre en place un Internet de l'énergie qui commence tout de suite. Des millions et des millions de Chinois vont pouvoir produire et générer leur propre énergie solaire, éolienne et la renvoyer vers un Internet de l'énergie. Et ils vont faire ça avec leur Internet de la communication. Ces deux Internets vont être fusionnés avec le troisième Internet de transport. Ça sera l'Internet des objets. Donc j'espère qu'il y a une génération en France qui est prête à faire ce pas. Mon espoir, c'est que l'année prochaine, dans cette conversation, quand on l'aura ici, personne n'ira aussi vite que la France. Et on le fait en ce moment dans une région de France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Notre groupe mondial avec des sociétés françaises dans le Nord-Pas-de-Calais, dans toute la région. Là, toute la région est mobilisée. Ça devrait être le cas dans toutes les régions de France. J'espère qu'on commencera demain. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jérémy Rifkin. Effectivement, nous comprenons vraiment les messages que vous avez souhaité faire passer avec ce livre, La nouvelle société du coût marginal zéro. On va passer à la deuxième partie de cette émission, donc une émission exceptionnelle. Cette seconde partie de l'émission... Ah, il y a un problème de traduction, sans doute, de branchement peut-être. Véronique Angers va se transformer en réparatrice, en dépanneuse. Bref, cette seconde partie de l'émission, donc toujours diffusée chez vous, à la Maison éco-citoyenne, chez vous, derrière votre petit écran, à Marseille, à Paris, partout. Vous pouvez toujours la commenter, toujours la faire rayonner. Vous êtes extrêmement nombreux. On a plus de 850 questions là, qui arrivent. Bon, on ne va pas forcément tous les poser. Notre timing est un tout petit peu limité. Et je vais cependant rapidement passer la main à Niels qui me la rendra et que je rendrai. Ça fera un ping-pong et nous ferons participer également nos amis ici au Cube. On va se donner une toute petite demi-heure. Merci Jérémy Rifkin pour cette vision extrêmement enthousiasmante et stimulante de ce monde d'abondance que vous voyez émerger et qu'on espère voir émerger avec vous. Vous dites que pour y parvenir, il faut s'appuyer sur des infrastructures numériques d'intérêt général que vous avez par exemple chiffrées à 1200 milliards, voire 2000 milliards pour d'autres experts, pour le seul Internet de l'énergie aux États-Unis. Alors bien entendu, on se demande qui va pouvoir financer ça. Les coopératives seules n'y suffiront pas. À part le Pas-de-Calais, en France, l'économie va très mal. Et en fait, ça laisse un boulevard quand même assez immense aux entreprises mondiales du numérique qui concentrent déjà d'énormes pouvoirs. Ma question très simple est donc,
Est-ce que ces quelques entreprises mondiales, elles se comptent sur les doigts de la main du numérique, ne vont-elles pas finalement devenir les nouveaux seigneurs féodaux des communautés, des communaux de demain? Je suis très heureux d'avoir commencé par cette question. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps dans mon livre sur cette question. Est-ce que le super Internet des objets va mener à la monopolisation ou à la démocratisation? Et on a un petit peu d'histoire derrière nous. Vous savez, l'industrie discographique a tenté d'éviter le partage de la musique sur Internet. Il y a eu de la législation, ils ont criminalisé le partage de la musique. Ils n'y ont pas réussi. Vous savez, les magazines, les journaux, ils ont essayé d'empêcher les jeunes de partager l'information. Mais ils n'ont pas pu le faire. Les grandes sociétés d'énergie en Allemagne, qu'est-ce qui est de plus puissant que ça? Ont tenté d'arrêter les gens de créer des coopératives et de produire et partager l'énergie. Mais ils n'ont pas pu empêcher. La seule façon de l'empêcher, c'est d'interdire les imprimantes 3D, d'interdire les panneaux solaires, d'interdire les iPhones, parce que la technologie existe. Oui, je suis inquiet. Je suis un peu moins inquiet avec les sociétés de télécom et de câbles, parce qu'elles sont très vulnérables. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Facebook, Google et Twitter. J'aime Google, je l'utilise tous les jours. Mais je tweete une fois par an. Mais j'aime Google, Facebook, Twitter est là. Mais ce qui est intéressant, pour chaque Google, il y a Wikipédia. Wikipédia, c'est sans but lucratif. Et le monde entier se réunit et construisent du savoir et le partagent entre eux. Mais regardez ce qui se passe avec Google. Google, Facebook et Twitter, leur réussite, et c'est qu'ils ont construit un communal. Des centaines de millions d'entre nous peuvent devenir des prosommateurs à produire et à partager le divertissement, l'information, le savoir, à un coût marginal quasi zéro. Vous savez, ça a mis à mal toute une industrie, comme on le sait. Mais Google est devenu riche parce qu'ils ont utilisé notre contenu créatif et nos données. Ils l'ont vendu à des tiers pour un gain commercial et de la pub. Moi, je ne veux pas arrêter Google, Twitter, Facebook. Ils ont commencé la démocratisation de nos vies sur Internet. Toutefois, s'ils deviennent les portails sur lesquels dont on a besoin absolument, ils deviennent le bien public. Si moi je dois absolument passer par Google ou Twitter et ou Facebook, c'est du bien public. Tout le monde en a besoin. C'est un service public. Au cours du dernier siècle, qu'est-ce qu'on a fait avec des sociétés qui devenaient tellement importantes qu'elles produisaient des biens dont on a tous besoin? Les sociétés de téléphone, les sociétés d'électricité, les sociétés de gaz, production de gaz. Certaines entreprises ou certains pays les ont nationalisés. D'autres ont dit, vous pouvez rester privé, mais c'est nous qui allons le réglementer. On va déterminer quel est le prix, etc. Parce que tout le monde dépend de vous, et si vous avez le pouvoir absolu, tout le monde sera à votre merci. Et nous, on l'a fait, on a réglementé. Il va falloir, et on commence déjà un débat en Europe. Vous savez, moi je suis conseiller de l'Union européenne. Je serai avec Nelly Kroes, la commissaire pour la numérisation à Bruxelles, ce lundi. Il va y avoir une journée mondiale de la numérisation. On commence un débat en Europe. Peut-être que ces grandes sociétés, ces grandes entreprises doivent être traitées comme des services publics sociaux. Ils peuvent rester privés, mais il va falloir les réglementer avec une autorité, un organisme mondial, pour que notre contenu créatif ne soit pas compromis et que notre vie privée et que notre sécurité ne soient pas mises à mal et que ça reste ouvert, transparent et neutre du point de vue réseau. Voilà ce qui va se passer, à mon avis. Ce qui se passe ici maintenant, c'est que l'histoire d'amour avec Internet, depuis Steve Jobs jusqu'à Google, s'est transformée en quelque chose d'autre. Une grande conversation sociale. Tous les blogueurs de votre génération qui disent « Attendez, maintenant, il faut s'occuper de leur pouvoir. On les aime bien, mais il faut s'occuper de leur pouvoir. » On commence à voir la politisation de cette étape suivante de l'histoire. Et ça me rappelle des premières usines. Vous savez, quand les propriétaires des usines ont paupérisé les employés, ils leur donnaient suffisamment de quoi manger. Et les travailleurs ont décidé de créer les syndicats, collectivement lutter pendant 40 ans pour que notre
travail soit récompensé et que nos droits soient sécurisés. C'est une bonne chose que ça se produise. Sans ça, le capitalisme s'effondrerait, parce que s'il n'y avait pas suffisamment de revenus distribués, il n'y aurait personne derrière pour fabriquer les produits. Mais réfléchissez à aujourd'hui. Utilisons Google comme exemple. Tout le monde s'inquiète de Google. Est-ce que ce n'est pas une entreprise rapace qui dit qu'elle crée un communal? Pas vraiment. Elle crée des communaux pour que, vous voyez, les créateurs puissent rencontrer les utilisateurs. Mais les profits vont, par exemple, prenons par exemple la société Uber. Hein, grâce à Google et à Goldman Sachs qui ont créé Uber, tous les profits remontent vers les États-Unis ou ailleurs. Mais ça va prendre combien de temps pour les propriétaires de voitures qui vont se dire, mais pourquoi on a besoin de Uber? Le système, le guidage par GPS, le web, tout le monde peut mettre ça en place. On va créer une coopérative, on va prendre des prêts à faible taux, on va mettre un système local et on va dire, voilà, nous on est des pas comme Coco Chanel, mais comme des coopérateurs collaboratifs. Et si on peut produire le même service et la même mobilité que Uber, et qu'on a une coopérative, et je pense que Autolib, c'est une coopérative, non, en France? C'est pas une... Non, c'est Blabla. Blabla, c'est une coopérative. Blablacar. Vous savez, les conducteurs ont partagé les profits, et il n'y a pas un tiers qui traite la vache. Donc, vous savez, les conducteurs vont créer leur propre coopérative, parce que l'Internet des objets favorise l'économie distribuée, latérale, transparente, et pour favoriser les économies d'échelle. Donc tout l'argent que Goldman Sachs et Google mettent dans Uber, ils essaient de créer une corporation, une entreprise du XXe siècle, concentrée verticalement, tous les conducteurs à travers le monde, mais ils ne le feront jamais. Vous allez voir des coopératives qui vont se connecter comme Blablacar, Google. Et vous savez, la moitié des blogueurs vont commencer aujourd'hui. Combien de temps ça va prendre à l'espèce humaine de s'organiser et de se mettre à la table de négociation et dire, attendez, nous, voilà nos contenus, voilà nos données. Comment il s'appelle ce Coréen, là, vous savez, qui est Gangnam, voilà. Il avait 1 milliard de gens sur son site web en un mois. Combien ça va prendre à la jeune génération de mettre une charte des droits numériques, disant, voilà, vous ne pouvez pas contrôler nos produits. Nous allons signer une charte mondiale des droits numériques. Combien de temps ça prendrait sur l'Internet de demander à tout le monde, tous les jeunes de la génération, de signer les principes de cette charte? Si Gangnam peut le faire en un mois, pourquoi est-ce que l'espèce humaine ne pourrait pas le faire et dire à Google, on a la table de négociation, il faut travailler avec nous? Et nous, malheureusement, nous avons un timing à respecter. Je suis donc le maître du temps. C'est un exercice qui n'est pas très simple. Nous avons un petit jeu dans cette émission. C'est le jeu de la résonance. C'est-à-dire qu'un invité pose une question, interpelle l'invité suivant. Et là, nous avons le plaisir et le bonheur d'avoir notre parrain, Joël de Ronet, qui est ici dans la salle, ici au Cube. Et je vais demander à Alice de proposer le micro à Joël de Ronet, qui a une question pour vous, Jérémy Rifkin. Idéalement, il faudrait réussir à faire des questions et des réponses courtes, parce qu'il y en a plein. Very short question. I say it in English first and I Je vais la dire en anglais, je vais la traduire en français par la suite. The collaborative commons. Les communaux collaboratifs, c'est la pièce centrale de votre livre et vous l'écrivez très bien dans votre présentation. Pendant des siècles, en France, ça existait, la mutualisation, le fédéralisme, les coopératives pour les banques, pour la santé, l'agriculture, Crédit Agricole, the name of the banks, les noms des banques, coopératives agricoles. Est-ce que vous ne pensez pas que la France a le modèle pour l'avenir de cette économie sociale? En France, elle a été traduite par Michel Jodot. Ça a été traduit. Merci beaucoup, Michel. Ok, merci. Merci, Joël. Je suis très heureux que vous l'ayez dit. Je reviens d'une réunion en Italie avec les 4 grandes coopératives italiennes. Et je rentre d'une réunion avec des coopératives espagnoles. La vie coopérative est passée à un consortium mondial. L'Alliance internationale des coopératives a rejoint notre consortium
Et ils en font partie. Et dans le livre, je passe beaucoup de temps sur les coopératives. Beaucoup d'économistes n'ont aucune conception de ce que c'est que la coopérative. Ils pensent que la seule façon d'organiser la vie économique, c'est soit le marché capitaliste, le gouvernement ou une économie socialiste. Il y a 1,5 milliard de gens dans les coopératives aujourd'hui. Coopératives de bâtiments, de banques, d'agriculture. Et ce sont des institutions démocratiques. Les bénéfices sont partagés. Il y a des sanctions pour les gens qui ne font pas ce qu'il faut faire. Elles sont très créatrices. Elles ne font pas partie des sociétés à but lucratif. En France, vous avez raison. Votre système bancaire, système de construction, vous êtes un des vaisseaux amiraux de la coopérative dans le monde. Mais les coopératives pourraient le faire toutes. Les coopératives pourraient construire ces communaux collaboratifs pour produire et partager. L'argent est là. Et les gens sont là. Donc ça pourrait être fait demain matin. Peut-être que les coopératives françaises devraient s'unir aux coopératives allemandes, italiennes et espagnoles. Ça serait extraordinaire pour véritablement mettre toute une génération vers les coopératives. Ce sont des micro-communaux. Très bonne question. Une question de Véronique Angelé-Fribert, qui, je le rappelle, est présidente et fondatrice du Forum Changer d'air. Véronique. Merci. Moi, j'ai une question, parce que je suis très sensible dans votre livre au fait que vous parlez des milléniums, beaucoup plus collaboratifs, plus empathiques. On parle vraiment d'un passage d'une société très capitaliste à une société d'entrepreneuriat social et du collaboratif et de l'empathie. Mais je me posais une autre question. Si on entend toujours le mot partage comme échange ou système D aussi, ou contrepartie, que devient le don altruiste, vraiment pur, comme on a pu l'apprendre, mais pas seulement dans les écoles catholiques ou les éducations catholiques. Je crois qu'on a transmis aussi au nom de la fraternité, puisque c'est une de nos valeurs républicaines très importantes, qu'on pourrait peut-être un peu réhabiliter aussi. Qu'est-ce que devient le don totalement altruiste, gratuit? Je crois que le cœur de l'échange et du partage, c'est le don. Dans un monde sans profit, les gens donnent de leur personne les uns aux autres pour le bonheur de l'humanité. Il est intéressant que la Révolution française soit différente de la nôtre. La Révolution française a dit liberté, égalité, fraternité. Fraternité, solidarité. Je crois que pour comprendre cela, principalement, notre vie se mène en faisant des dons les uns aux autres. C'est pour ça qu'on vit. Parce que nous sommes, notre circuit neuronal, notre logiciel est fait de telle sorte que nous sentions les choses les uns des autres. Quand vous souriez, j'ai envie de sourire. Quand vous souffrez, je sens votre souffrance. Vous savez, le don, c'est comme ça que la société est créée. C'est comme ça qu'on crée la confiance, la solidarité, les récits sociaux. Sans ça, les marchés ne pourraient pas fonctionner. Ils ne créent pas la confiance. Ils vivent sur la confiance que nous donnons à la société. Nous créons de la solidarité. Nous créons le sentiment d'une communauté. Vous avez parfaitement raison. Le don est la partie essentielle. Et c'est ça l'échange. Quand un enfant partage un jouet avec un autre enfant, et un autre enfant, et un autre enfant, ça c'est l'économie du don. Merci beaucoup pour cette réponse courte et claire. Mathieu Baudin, à vous la parole. Mathieu, je rappelle, vous êtes historien, prospectiviste et directeur général de l'Institut des futurs souhaitables. Merci beaucoup de nous donner à voir ce que demain pourrait être. On a en ce moment une bonne lecture du monde qui finit et on commence à avoir une bonne envie du monde qui arrive. Et il y a une zone de métamorphose entre les deux. Et moi, j'ai deux questions sur cette zone de métamorphose. La première, c'est comment convaincre ceux qui ne veulent pas changer. Et la deuxième, plus intéressante, comment ces micro-communaux s'organisent pour aller plus vite. Est-ce que vous sentez les prémices d'une sharing politics comme vous sentez celle de la sharing economy? Première question. Je pense que ce qui se passe, il y a des moments dans l'histoire où une génération a un changement de la conscience collective. C'est pas dicté d'en haut, c'est pas orchestré, ça arrive comme ça. Et cette génération qui a grandi sur l'Internet, cette plateforme technologique, a aidé à précipiter cela.
Et je dirais ça comme ça. Si vous voulez vous regarder le changement de génération, pensez comme les vieux comme moi pensent au pouvoir et comment les jeunes pensent au pouvoir. Dans ma génération de mes parents, mes grands-parents, nous pensons que le pouvoir est pyramidal, du haut vers le bas. Et quand on pense à pouvoir latéral, ça semble comme un oxymore. Comment est-ce qu'on peut avoir un pouvoir latéral? Mais non, le pouvoir vient du haut vers le bas, c'est pyramidal. Mais pour une jeune génération qui est née, qui a grandi sur l'Internet, le pouvoir latéral, c'est une réalité. Et quand ils regardent le comportement du gouvernement, d'une entreprise, d'un parti politique, ils posent cette question. Est-ce que l'institution a un pouvoir centralisé, patriarcal, du haut vers le bas, propriétaire, fermé? Ou est-ce que cette institution, le pouvoir est distribué, collaboratif, transparent, ouvert? Et est-ce que ça favorise les économies d'échelle latérale? C'est un changement énorme dans la pensée. Il y a une génération qui a grandi sur cette technologie, commence à créer un nouveau cadre de référence. C'est très enthousiasmant. J'aimerais bien avoir 30 ans seulement aujourd'hui, parce que c'est une énorme crise dans laquelle nous sommes. C'est l'occasion de repenser le genre humain. Et ça n'arrive pas très souvent. Toujours dans la même veine du petit jeu de tout à l'heure, la résonance, nous avons rencontré une grande dame en marge de l'université Homme-Entreprise près de Bordeaux, et une grande dame qui nous parle de la jeunesse, qui nous parle de l'engagement. C'est une petite vidéo que je vais vous demander de regarder, et peut-être qui va vous interpeller. C'est une vidéo avec Madame Barbara Hendricks. Je crois que c'est le problème, ce n'est pas que la jeunesse, ils sont déçus de nous, les adultes. Mais il faut les donner la possibilité de trouver leur propre vision et de peut-être une autre façon de faire des choses. Peut-être ils vont réorganiser des choses et pas faire comme nous avons fait, surtout avec les partis politiques qui sont un peu, on a une sorte de sclérose aujourd'hui qui ne marche pas. Où sont les idées? Moi, je suis sûre qu'il a des idées, il a des gens avec des visions, mais il faut qu'il ose de se mettre sur la scène. Nous ne sommes pas encore ici en Europe comme aux États-Unis. Il faut avoir énormément de l'argent pour faire la politique, mais il faut des idées et il faut le courage de se mettre devant. Une petite réaction à ce petit passage, ce court passage de Barbara Hendricks. Eh bien, ma réaction courte, c'est bravo, je suis entièrement d'accord, absolument. Il est temps de laisser aux jeunes de prendre ses responsabilités, commencer à repenser le monde à nouveau. Il est temps, il est grand temps. Toute dernière question, et je propose à nos amis de la salle ici au Cube, j'ai vu une main se dresser d'un coup. Monsieur, est-ce que Alice de l'Institut des Futurs Souhaitables peut... Ce sera la dernière question de cette émission, je suis désolé. Je suis à 1300 questions. Monsieur Rifkin, c'est formidable de vous entendre, on vous entendrait pendant des heures, et ce soir, on va aller se coucher avec l'esprit apaisé. Mais vous avez écrit dans votre livre « L'âge de l'accès », malgré toute l'euphorie que suscite la révolution des communications à la perspective enivrante d'un monde entièrement interconnecté, la réalité reste 65% des habitants de la planète n'ont jamais effectué un appel téléphonique de leur vie, 40% d'entre eux n'ont pas accès au réseau électrique. Or, ça n'existe pas seulement au sud. Vous êtes conseiller de la région Nord-Pas-de-Calais. Je vous recommande, monsieur Rifkin, d'aller visiter les quartiers de Roubaix et de Tourcoing. Vous allez toucher la misère de près. Et dans cette misère, pourquoi ? Parce que le chômage a augmenté, parce que le partage des richesses va de plus en plus vers les dividendes, de moins en moins vers les salaires. Et ce que vous avez dit sur l'Allemagne et l'énergie est très intéressant, mais il faut savoir qu'en 2010, les Allemands ont brûlé 180 millions de tonnes de lignite et ont pollué plus que jamais ils ne l'avaient fait jusqu'à présent. Donc ce n'est pas du tout aussi idyllique que Mme Merkel vous l'a dit, mais c'est normal, elle est très courtoise avec les invités étrangers. Merci monsieur. Merci, monsieur. Eh bien, pour l'Allemagne d'abord, et très respectueusement,
je vais voir une position différente que la vôtre. Nous sommes sur le terrain. Mes sociétés sont sur le terrain. Vous savez, oui, ils brûlent de l'énergie fossile, mais ils s'en sortent rapidement. 35% de leur électricité, dans 4 ans d'aujourd'hui, sera solaire et éolienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça en France? Et ils auront 50%, 10 ans de plus. Ils sortent du fossile. C'est pas demain matin, ils utilisent du gaz naturel, mais ils sortent des énergies fossiles. Et c'est pas équitable de dire qu'ils ne le font pas. Dimanche dernier, le New York Times a fait une couverture à la une sur l'évolution de l'énergie en Allemagne, en disant que ça va complètement changer la façon dont on fait des affaires. Exactement ce que je dis dans ce livre. Ça, c'est vrai, ça se produit, c'est la réalité. Le problème de la pauvreté est très important. La troisième révolution industrielle, c'est le plan de l'Europe. Je travaille avec l'Europe. Ça a été endossé par l'Europe, par la Commission européenne pour 2020, 2030, 2050. Ça se produit aussi en Chine. Les Nations unies ont adopté mon master plan. Le développement est adopté. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est la façon la plus rapide de faire sortir les gens de la pauvreté dans le monde en développement. 20% du genre humain n'a pas d'électricité. Il gagne moins de 2 $ par jour. 20% a un usage temporaire de l'électricité. Les parties les plus pauvres du monde sont celles où il n'y a pas d'électricité. Et là où il n'y a pas d'électricité, les femmes sont en état d'esclavage. C'est une communauté patriarcale, les femmes et les enfants sont esclavages. Nous avons oublié que l'électricité a libéré les femmes en Occident, parce que les femmes, c'était celles qui devaient transporter les charges, celles qui devaient faire le feu, la cuisine, tout ça. Quand l'électricité est arrivée, ça a libéré les jeunes filles pour pouvoir aller à l'école avec les jeunes garçons. Elles ont pu avoir une éducation. L'électricité, on a fait dire que c'était plus des travaux pour les femmes, travaux manuels. Elles ont pu devenir travailleuses intellectuelles. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont diplômés aux États-Unis, c'est des femmes. L'électricité a joué un grand rôle dans cette libération. Et nous savons que quand l'électricité arrive dans des communautés les plus pauvres du monde, en Afrique par exemple, et dans l'Inde rurale, nous savons que ça libère les femmes. Elles deviennent plus formées, elles ont moins d'enfants et deviennent des leaders communautaires. Ban Ki-moon a dit que l'électricité universelle devrait être son but d'ici 2030, pour les mêmes raisons qu'on est en train de parler actuellement. Il sera plus rapide de le faire dans le monde en développement. Ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure du tout en Afrique. Ils sont dans la pauvreté. Je vais utiliser une analogie. Ma femme et moi, j'espère qu'elle n'écoute pas ce que je dis là, on a passé 25 ans de notre vie à rénover notre vieille maison. C'est un trou anthropique, ça ne sera jamais comblé. Désolé ma chérie, mais si on avait acheté et si on avait construit une nouvelle maison, en 6 mois, ça aurait été beaucoup moins cher. Dans ce qu'on a appris avec les téléphones portables, on n'a jamais pensé que les téléphones portables pourraient aller dans l'Afrique subsaharienne et dans l'Inde rurale. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans le monde de développement, en développement où il n'y a pas d'infrastructure, on peut commencer à mettre des micro-réseaux rapidement pour améliorer la vie des gens. Dans l'Inde rurale, des jeunes start-up se mettent en place, principalement avec des femmes. Vous savez combien ça coûte pour mettre un réseau électrique dans une petite ville? 2 000 $. Vous mettez quelques téléphones, vous mettez quelques panneaux, 2 000 $, et voilà, et ça marche. Eh bien, je veux vous dire, on va voir, avec cette troisième révolution industrielle, la capacité des gens de produire leur propre énergie solaire et éolienne à coût quasiment zéro. Et ils ne seront pas colonisés par les géants, par les cartels. Ils pourront avoir le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir pour le peuple. Cette énergie est partout. Cette énergie peut être prise rapidement et ça va être distribué à travers le monde et faire sortir beaucoup de monde de la pauvreté, très rapidement. Je le vois sur le terrain, tout de suite, en Afrique et dans l'Inde rurale. Toute dernière question, c'est une
question d'un internaute, une question que nous avons reçue, que je reçois ici sur la tablette, une question qui nous vient de Bordeaux d'ailleurs, puisqu'il y a le hashtag MEC qui a été rajouté, Maison éco-citoyenne de Bordeaux. Une question de Camille. Quel serait l'enjeu des enjeux, Monsieur Rifkin, pour vous, pour demain? Il n'y a qu'un défi, et tous les autres défis sont secondaires. Le défi, aujourd'hui, c'est qu'on fait face à la possibilité d'une extinction massive de l'espèce sur Terre. Je ne sais pas comment le dire sans frémir, mais nous y sommes. C'est absolument terrifiant. Il faudrait être en mode d'urgence. Et ce que je dis dans ce livre, c'est que le coût marginal zéro, la société du coût marginal zéro, est la seule façon d'y arriver suffisamment rapidement pour peut-être, si on n'est pas trop en retard, arrêter ce cataclysme dans les 20 ans à venir. Je ne connais pas de plan B, et c'est ce que je dirais à tous les gens présents ici. Ayez cette conversation, cette discussion en France. Vous savez, la jeune génération en France est présente là ce soir. Mettez au défi les politiciens, la communauté des entrepreneurs, des personnes âgées, des dirigeants de villes, des municipalités, que la France soit vraiment le bateau amiral pour aller vers une société plus juste, plus partageuse, plus démocratique. Je crois que la révolution commence ici. Cette révolution, votre précédente révolution s'est répandue à travers le monde. Il est temps pour avoir une révolution pacifique, pour commencer une nouvelle ère économique dans le monde. Merci beaucoup, Jérémy Rifkin. Merci d'avoir joué le jeu du Rendez-vous du futur. Cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle à tous que le livre de Jérémy Rifkin aux éditions Les Liens qui libèrent, La nouvelle société du coût marginal zéro, est sorti aujourd'hui, donc est en librairie depuis ce matin. Merci beaucoup, Michel Zlotowski, pour la traduction simultanée. Michel, grâce à vous, les internautes ont pu suivre exactement comme s'ils y étaient cette émission. Cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous dans 5 petites minutes pour une deuxième émission. La soirée continue. Une émission où nous reviendrons sur ce qui s'est dit et nous allons continuer le débat avec vous derrière votre écran, bien sûr. À tout de suite. Merci beaucoup.